Je voudrais, parce que ça me paraît nécessaire, passer par quelques détours et rappels historico-littéraires. Je dois dire que je dois une grande partie de ma formation à Michel Heller, en russe Mikhail Geller, auteur notamment de l'histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire de la Russie et de son empire, et auparavant encore avec Alexandre Nieklitch, d'une histoire de l'Union soviétique qui, depuis les origines jusqu'à la fin des années 70, une histoire qui était intitulée, et qui est toujours intitulée, L'Utopie au pouvoir. Une histoire qui avait fait beaucoup de bruit au moment de sa parution en France. Alors je voudrais dire rapidement quelques mots de Michel Heller, qui paraît quelqu'un de très important et qu'on a eu, à tort à mon avis, tendance à un peu oublier ces derniers temps. C'était un historien né en URSS en 1922. Il avait été arrêté en 1950 et avait passé 6 ans dans un camp de travail au Kazakhstan. Il avait ensuite émigré en Pologne, pays qu'il quittait en 1968 suite à la campagne antisémite assez virulente qui se déroulait dans ces années-là en Pologne. Il arrive alors en France, où il mourra en 1997, et où il va écrire la quasi-totalité de son œuvre qui est extrêmement importante. Et durant toutes ces années, il enseigne à Paris 4 Sorbonne, où il se trouve que je suis étudiante, et c'est là que grâce à lui, je découvre véritablement ce que c'est que l'Union soviétique, le système soviétique, l'histoire soviétique, et une bonne partie de la littérature russe du XXe siècle. Et dès les premiers cours, je suis frappé par le fait que cet historien, pour nous enseigner l'histoire, passe le plus souvent par la littérature de fiction. Alors en soi, comme je m'en suis aperçu par la suite, en ce qui concerne la Russie, ça n'a rien de très étonnant. Mais lorsqu'on a comme moi eu une éducation à la française, éducation qui sépare et cloisonne hermétiquement histoire, littérature et philosophie, entre autres, parce que ça cloisonne aussi beaucoup de choses, ce mélange des genres et des domaines, ou ce que je préférerais qualifier de synthèse de la pensée, était au premier abord surprenant et tout à fait déstabilisant. Alors cette première petite excursion à résonance autobiographique avait simplement vocation à vous avertir que vous allez avoir droit pendant 1 heure, mine de rien, à un éloge de la littérature en tant que grille de lecture et en tant qu'instrument permettant de comprendre le monde, ses évolutions, ses révolutions. Et j'ai été très frappé ces derniers jours. Vous savez forcément que René Girard est décédé la semaine dernière, grand philosophe, et j'ai été frappé parce qu'on a beaucoup parlé de lui, évidemment, en conseillant aux gens, aux Français et à d'autres de le relire. Je me demande dans ceux qui donnent ce conseil combien l'ont lu déjà une seule fois. Mais j'ai été on l'a beaucoup cité, et j'ai été frappé de revoir, parce que j'avais oublié, que dès les années 60, il écrivait, je le cite de mémoire, donc c'est peut-être pas tout à fait ces mots, mais c'était ça vraiment le sens. Je considère que nos grands écrivains occidentaux, nos plus grands écrivains occidentaux, sont mieux à même de comprendre le monde contemporain et la contemporanéité que tous nos philosophes, c'était un philosophe qui le disait quand même, et nos savants. Alors je suis entièrement d'accord avec lui, à une nuance près. Pourquoi nos écrivains occidentaux? Je pense que ça montrait simplement qu'à part Dostoïevski, ils ne connaissaient pas la littérature russe. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec cette utilisation de la littérature comme grille de lecture de toutes les évolutions. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Ma seconde petite excursion visera, elle, à montrer que les 2 romans sur lesquels je veux m'arrêter aujourd'hui s'inscrivent dans une tradition dont ils se distinguent également, et on verra pourquoi, en quoi, et qu'ils sont en quelque sorte l'aboutissement d'une longue histoire de l'Europe, au sens non pas de communauté européenne, mais de continent européen. C'est à cette histoire et à cette tradition
que font allusion Michel Heller et Alexandre Niekrich dans le titre de leur ouvrage « L'utopie au pouvoir ». Je ne vais pas insister sur le 19e siècle et son enthousiasme pour le progrès scientifique et technique, générateur d'un nombre considérable d'utopies. Je pense que vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Je mentionnerai simplement, pour la littérature russe, l'utopie qui a tout déclenché, à savoir le Que faire de Tchernychevski, écrit, je vous le rappelle, en 1862-1863. Il se peut que vous n'ayez pas lu le Que faire de Tchernychevski, et entre nous, je ne vous en voudrais pas. C'est un roman assez mal écrit, mauvais, mais dans lequel l'auteur, influencé par les utopies socialistes européennes, et notamment françaises, décrit la Russie de l'avenir, la Russie de l'utopie réalisée, une Russie idéale, paradisiaque, grâce précisément aux bienfaits de la révolution scientifique et technique. Le véritable intérêt, me semble-t-il, de l'utopie de Tchernychevski est dans les réactions qu'il a suscitées. Et pour commencer, il y a eu des réactions très positives et enthousiastes. Cette utopie de Tchernychevski a été la Bible de toute la jeunesse russe et de tous les révolutionnaires jusqu'en 1917 au moins. Pour continuer et pour terminer, et c'est là que ça m'intéresse, cette utopie a déclenché nombre de répliques et d'oppositions qui se sont exprimées dans des textes majeurs du 19e et du 20e siècle. Je n'en citerai que deux pour le 19e, la légende du grand inquisiteur de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov et l'utopie du palais de cristal du même Dostoïevski dans Les Carnets du sous-sol. Apparaît alors dans la littérature russe toute une ligne de contre-utopie ou de dystopie, c'est la même chose, autrement dit d'œuvres qui ressortissent à ce qu'on appelle la littérature d'avertissement. Autant d'œuvres qui refusent l'utopie et en dénoncent bien souvent avec raison, l'histoire, à mon avis, le montrera par la suite, les illusions de l'utopie et ses dangers, à commencer par le premier d'entre eux, le totalitarisme. Dostoïevski et Tchernychevski, par définition, inspireront une autre contre-utopie un peu plus proche de nous, puisqu'elle est écrite en 1920, bien qu'elle ne paraisse qu'en 1929. Je songe ici au roman de Yevgeny Zamyatin, Nous autres, qui met en scène l'utopie réalisée. Presque 30 ans plus tard, en 1948, Zamyatin inspire à son tour un écrivain qui n'a rien de russe cette fois, une anti-utopie bien connue, le 1984 de George Orwell. Orwell, dans la première édition de son roman, a reconnu tout ce qu'il devait au roman de Zamyatin. Avec raison, me semble-t-il. J'ignore si vous avez lu les deux romans. Pour ma part, je trouve celui de Zamyatin nettement meilleur, et il n'y a pas de parti pris russe de ma part, à une nuance près, mais qui est de taille, me semble-t-il. C'est le novlangue, cette langue du totalitarisme que Orwell a inventé pour son roman. Il faut dire qu'Orwell avait pour cela un avantage, si on peut dire, entre guillemets, sur Zamyatin. Il avait connu les deux totalitarismes majeurs du XXe siècle, le totalitarisme soviétique et le totalitarisme nazi. Et leur influence terrible, très négative, sur la pensée et le langage. Yevgeny Zamyatin, lui, mort à Paris en 1937, n'avait pas connu évidemment le totalitarisme nazi et n'avait pas pu complètement mesurer l'impact des idéologies sur la langue. Vous noterez que pour l'instant, je ne vous ai cité en ce qui concerne les contre-utopies que deux écrivains russes, et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, et un écrivain anglais. Les littératures anglo-saxonnes affectionnent ce genre. Pensez à Huxley, pour ne citer que celui-là, et à son meilleur des mondes. La littérature française, elle, est plus chiche dans ce domaine, et lorsqu'il y a dénonciation d'un système ou mise en garde contre un danger, on préférera souvent en France recourir aux essais plutôt qu'à la fiction. Pourtant, alors que j'avais déjà annoncé le sujet de cette conférence,
paraissait en français, un roman écrit en français, et s'inscrivant dès son titre dans la tradition de la contre-utopie. Je pense à 2084 de l'écrivain algérien francophone Boualem Sansal, qui a reçu d'ailleurs le prix de l'Académie française la semaine dernière, ou quelque chose comme ça. J'en ai entendu une critique qui était absolument dithyrambique, et évidemment, en prévision de cette conférence, je me suis précipité pour l'acheter. Le politiquement correct n'a jamais été ma qualité première, et je dois avouer que sans cette conférence, je ne l'aurais sans doute pas lu jusqu'au bout. C'est un roman d'un ennui profond. On a l'impression que l'auteur tire à la ligne autant qu'il peut. On ne croit pas une seconde au système totalitaire qu'il met en scène, un immense empire l'abystant, où la vie est entièrement soumise à la foi en un Dieu. En d'autres termes, il m'a paru qu'il s'agissait d'un remake éhonté de 1980, avec simplement cette différence qu'au totalitarisme idéologique du XXe siècle succédait chez cet auteur celui religieux du XXIe siècle. Cette lecture, qui était un peu poussive pour moi, a eu toutefois un mérite. J'ai toujours été très amatrice de littérature d'avertissement. Avec le livre de Boualem Sansal, j'ai déchanté et je me suis demandé pourquoi. Outre les qualités ou les défauts d'écriture que j'ai rapidement évoqués, outre le fait que j'ai objectivement vieilli et que peut-être je me suis lassé de ce genre de littérature, outre un jugement purement subjectif qui a forcément sa part, je me suis interrogé sur d'éventuels autres pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai eu tout au long de cette lecture l'impression que le montage effectué par l'auteur était terriblement artificiel et qu'il ne fonctionnait pas. Et cela d'autant moins que je relis toujours avec plaisir et intérêt Zamiatin et Orwell. Et je me suis dit en y réfléchissant que je relisais avec plaisir et intérêt Zamiatin et Orwell avec le même plaisir et le même intérêt en fait que je relis des grands écrivains d'époques plus anciennes. Des écrivains de talent qui a permis à leurs œuvres de résister au temps, des écrivains chez lesquels on peut aujourd'hui encore trouver une nourriture intellectuelle, morale ou spirituelle, mais qui traitent d'époques révolues. Les contre-utopies, dystopies, sont des réponses à des utopies très caractéristiques et particulières, sous-tendues par des idéologies particulières elles aussi. Dès l'instant où ces idéologies et ces utopies s'effondrent, le modèle littéraire cesse de fonctionner lui aussi. C'est ce qui s'est passé pour les utopies et contre-utopies des 19e, 20e siècles. Les murs se sont effondrés, vous me direz qu'ils sont en train de se reconstruire, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes, et je n'aborderai pas le sujet ici aujourd'hui. Les blocs se sont effondrés, les idéologies aussi. Partant, le nouveau contexte ne permet plus les dystopies politiques auxquelles nous étions habitués. Je noterai d'ailleurs que depuis 1991, et même depuis la fin des années 1980, les contre-utopies sont peu nombreuses dans la littérature russe, alors qu'elles l'étaient beaucoup, et qu'elles sont souvent de qualité médiocre. J'en arrive enfin au sujet qui vous a amené ici. Dans un article paru dans Le Monde des Livres, le 6 janvier de cette année, l'écrivain Emmanuel Carrère décèle dans l'œuvre de Michel Houellebecq, dans l'ensemble de son œuvre, une parenté avec Huxley et George Orwell. Pour tout vous dire, je ne suis pas une fanatique délirante des livres de Michel Houellebecq. Certains me plaisent beaucoup, d'autres moins. Mais là encore, on est dans la pure subjectivité. En revanche, je reconnais à cet écrivain deux immenses mérites. Premier mérite, son écriture extrêmement précise et soignée. Une écriture qui ne triche pas et qui en fait un des meilleurs écrivains français actuels. Quand je parle d'une écriture qui ne triche pas, j'ai un moyen magique pour voir quand une écriture triche ou pas, c'est la traduction. Quand vous essayez de traduire un auteur et que ça ne fonctionne pas, vous pouvez être sûr que c'est parce que l'écrivain triche. Ça, c'est absolument, c'est le moyen infaillible. Chez Houellebecq, ça ne triche pas. Deuxième grand mérite,
Si ces thématiques m'intéressent plus ou moins, mais là encore, c'est du domaine du subjectif, je dois reconnaître qu'il a le chic dans tous ses livres pour mettre le doigt là où ça fait vraiment mal, et même là où ça fait le plus mal. Soumission, qui est la seule œuvre de l'écrivain que j'aborderai ici, en est l'exemple le plus récent et le plus douloureux. Ajoutons que le hasard d'une quasi-coïncidence de sa parution avec les attentats à Paris en janvier n'ont rien arrangé. Ce qui explique partiellement, mais partiellement seulement, soyons honnêtes, la violence des critiques. Plus que de violence, on peut parler, me semble-t-il, de degré zéro de la critique et de la pensée. Je vous donne quelques exemples de critiques, soi-disant, du roman de Houellebecq. Je cite, « Ambigu et pervers, le roman le plus médiocre de l'écrivain, très mauvais, un suicide littéraire français, abjection politique et faiblesse littéraire. » Et alors là, on atteint un sommet de la critique argumentée. Ce livre m'a foutu la gerbe. J'arrêterai avec ce sommet de la pensée. On a évidemment accusé l'auteur de faire le jeu du Front National, lequel apparemment, au vu des sondages actuels, n'a pas besoin de Houellebecq pour très bien se porter, en alimentant les peurs et l'islamophobie. Emmanuel Carrère, que j'évoquais à l'instant, est l'un des rares à avoir fait une critique globalement positive de Soumission de Houellebecq. Il intitule l'article que j'ai mentionné, je cite, « Un roman d'une extraordinaire consistance romanesque ». Et je dois dire que je suis assez d'accord avec lui, mais là n'est pas la question. La teneur de son article montre en tout cas que, contrairement à d'autres, il ne s'est pas contenté de lire la 4e de couverture. Je suis moins d'accord, en revanche, en ce qui concerne la parenté qu'il établit entre Houellebecq, son dernier roman, et Huxley et Orwell. Et je voudrais ici me pencher sur deux questions. Première question, pourquoi est-ce que le roman de Houellebecq, bien que s'inscrivant sans nul doute dans la littérature d'avertissement, au sens large de l'expression, ne peut-il pas être considéré comme une contre-utopie, une dystopie, contrairement à ce qu'en dit, sympathiquement d'ailleurs, Emmanuel Carrère? Et deuxième question, et s'il ne relève pas de la contre-utopie, comment peut-on le définir? Grande caractéristique des contre-utopies, et a fortiori des utopies, est la fin de l'histoire avec un grand H. Ce qui signifie plus largement la fin du temps, la victoire définitive sur le temps et donc sur la mort. Une utopie inscrite dans l'histoire, et le temps est une contradiction en soi. Dans l'utopie, l'idéal humain est atteint, le paradis sur terre est enfin créé sans Dieu. Il n'y a donc plus qu'à profiter éternellement de ce paradis. L'utopie est enfermement, certes dans un paradis, dont la contre-utopie montre qu'il s'agit en réalité d'un enfer. Dans les deux cas toutefois, utopie et contre-utopie, le temps est anéanti, même si un certain nombre d'utopies et de contre-utopies sont datées, situées dans le temps. C'est le cas du roman d'Orwell, dès son titre, 1984, ainsi que du roman des Amiatines, dont on nous dit, dans le roman, qu'il se déroule au XXe siècle. De fait, ces dates, perçues comme très lointaines au moment de l'écriture des romans, n'ont rien à voir avec le temps et l'histoire. Vous noterez que dans le roman d'Orwell, il n'y a pas de 1983 ou de 1990. On est enfermé dans quelque chose qui s'appelle 1984, mais qui aurait aussi bien pu s'appeler éternité. Rien de tel chez Houellebecq, où tout s'inscrit dans un temps réel, qui plus est relativement proche, puisqu'il s'agit de l'année 2022. Le roman est situé, en outre, non dans un pays imaginaire, à l'instar de l'état unique du roman de Zamiatine, mais en France. Ajoutons dans le roman un retour en arrière sur la France de 2017, encore plus proche de nous. 2017-2022, deux dates qui font immédiatement tilt dans l'esprit des Français, puisqu'il s'agit des deux prochaines échéances électorales, enfin pour de l'élection présidentielle. Dans Soumission, François Hollande a finalement été réélu en 2017, en plus des personnages imaginaires, vous voyez. Il a finalement été réélu en 2017, mais à la veille du scrutin suivant, 2022,
Sa déconfiture est totale et les deux candidats qui ont des chances de l'emporter sont Marine Le Pen, d'une part, et d'autre part, un Français musulman, Mohamed Ben Abbès, très bien intégré. Voici un écho d'une de ses dernières interventions de campagne, je cite. « Replé et enjoué, fréquemment malicieux dans ses réponses aux journalistes, le candidat musulman faisait parfaitement oublier qu'il avait été un des plus jeunes polytechniciens de France avant d'intégrer l'ENA dans la promotion de Nelson Mandela, la même que Laurent Wauquiez. Plus que tout autre, rappela-t-il cette fois-ci, il avait bénéficié de la méritocratie républicaine. Moins que tout autre, il souhaitait porter atteinte à un système auquel il devait tout, et jusqu'à cet honneur suprême de se présenter au suffrage du peuple français. Il évoqua le petit appartement au-dessus de l'épicerie où il faisait ses devoirs. Il ressuscita brièvement la figure de son père avec juste ce qu'il fallait d'émotion. Je le trouvais absolument excellent. » Fin de citation. Le jeu porteur de cette appréciation est le héros narrateur, un universitaire français, spécialiste de Huysmans. Le candidat musulman modéré est finalement élu, parce que tous, sauf Marine Le Pen, et commence à islamiser la France en douceur, avec le soutien actif des médias, et plus encore des universitaires, et plus largement encore des intellectuels français. Mal dans leur peau, se sentant déconsidérés, les universitaires et les intellectuels voient en Mohamed Ben Abbès une chance de changer radicalement de vie. Il est vrai que le nouveau président a les moyens de redorer un certain nombre de blasons en échange de presque rien, juste la soumission et le renoncement à leur liberté professionnelle, individuelle et intellectuelle. À la fin du roman, on apprend que la Belgique a pris au terme d'un scrutin le même chemin que la France. Si charge il y a, or elle est bel et bien là. Si dénonciation il y a, elle est d'ordre plus satirique que contre-utopique. Et la satire vise non le musulman du roman ni l'islam, mais bien nos élites intellectuelles françaises actuelles. Est-ce à dire que l'on retrouve dans ce roman une forme de moralisme à la française? Je ne le crois pas. C'est d'ailleurs en quelque sorte la nouveauté de ce texte. Si le ton est satirique, sans complaisance, il n'y a pas véritablement de jugement et encore moins de condamnation. À ses détracteurs, qui lui reprochent d'avoir fait avec soumission une provocation aussi dangereuse qu'inacceptable, Michel Houellebecq réplique dans une interview accordée à Sylvain Bourmeau quelques semaines avant la parution du livre, en expliquant sa méthode de travail. Je le cite. « Je procède à une accélération de l'histoire. Il n'est donc pas question de fin de l'histoire, mais d'une sorte d'expérience en laboratoire. » Dans la même interview, Houellebecq poursuit. « Je ne peux pas dire, je le cite, je ne peux pas dire que c'est une provocation, dans la mesure où je ne dis pas de choses que je pense foncièrement fausses, juste pour énerver. Je condense une évolution, à mon avis, vraisemblable. » Fin de citation. 1 an et demi avant la publication de Soumission, paraissait en Russie le nouveau roman d'un écrivain à la réputation tout aussi sulfureuse que celle de Houellebecq, et de mon point de vue, un des plus grands écrivains russes contemporains, Tellurie de Vladimir Sorokin. Le roman suscitait chez les lecteurs de Russie des réactions diverses, les uns évoquant leur dégoût, je cite, comme toujours chez Sorokin, les autres faisant part de leur enthousiasme. Les critiques littéraires, en revanche, à la différence des critiques français pour Houellebecq, étaient dans l'ensemble assez élogieux. Tellurie est divisé en 50 chapitres de longueurs diverses, entre 1 et 30 feuillets, tous sur des thèmes différents, avec des personnages différents quand il y en a. 50 chapitres sans lien entre eux, ou presque, je reviendrai sur ce lien. Ils sont également écrits dans des styles différents, et même, peut-on dire, presque des langues différentes. Là aussi, je reviendrai sur ce point. À première vue, donc, rien de commun entre Soumission et Tellurie. Autant Soumission est concentrée sur un avenir proche, une évolution vraisemblable, pour reprendre la formule de Houellebecq, évolution de la France et peut-être à terme de l'Europe,
comme semble l'indiquer la rapide mention de la Belgique à la fin du roman, autant Tellurie est dispersé, morcelé. Par ailleurs, du point de vue stylistique, on ne trouve pas d'écrivains plus différents que Houellebecq et Sorokin. Pourtant, leurs interrogations, de même que tout bien considérer leurs approches, présentent d'évidents points communs, alors même que leurs itinéraires littéraires et personnels ont précisément bien peu en commun. Tellurie met en scène la Russie et l'ensemble du continent eurasiatique dans un avenir, semble-t-il, assez proche, moins sans doute que l'avenir envisagé par Houellebecq, mais c'est une question de 2 ou 3 générations, pas plus. Rien à voir donc avec les avenirs irréels et indiscernables des auteurs d'utopie et de dystopie. Tout sur le continent vu par Sorokin s'est délité, tout a explosé. De la Russie telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne demeure que la Moscovie, gouvernée par un souverain orthodoxe de religion et communiste en même temps. Le reste du territoire se répartit en principautés, républiques, monarchies, lieux de guérilla et de guerre civile. Un Français originaire de Normandie est à la tête d'une république de Tellurie dans l'Altaï, république qu'il a créée lui-même, tant qu'à faire. La Sibérie est complètement indépendante. La région de Ryazan a restauré le régime existant en Russie avant la Révolution. Dans les forêts ouraliennes se battent des partisans qui se fixent pour but d'instaurer des USU, c'est-à-dire des États-Unis de l'Oural. Des milliardaires ont fait l'acquisition d'une centaine d'hectares de terre et y ont installé une SSSR, République socialiste soviétique stalinienne, petit État qui fonctionne en tant que tel, mais qui est aussi une sorte de parc d'attractions extrêmement rentable qui attire du monde entier des touristes en mal de stalinisme. La Russie, l'Europe et pour te dire l'ensemble de la planète ont considérablement changé. Les États ont perdu leurs anciens contours, des frontières ont disparu, d'autres sont apparus, les humains ont muté, on trouve des centaures, des nains, des géants, des robots, des créatures à tête de chien. Bon, le lecteur familier de l'univers de Sorokin n'en sera pas surpris. Les techniques les plus en pointe se mêlent à d'anciennes traditions remises à l'honneur. À Moscou, capitale de la Moscovie, on se déplace à cheval ou dans des véhicules motorisés fonctionnant à la pulpe de pommes de terre. Résultat, Moscou pue la patate et le crottin. Les Chinois se sont posés sur Mars, des armées wahhabites ont fait irruption en Europe de l'Ouest. En Allemagne, la résistance s'est organisée et a fini difficilement et au prix de nombreux sacrifices humains par les mettre dehors. Leur passage en Suisse n'a laissé que ruines et cendres. Les envahisseurs ont été stoppés du côté de Marseille. En France, la Couvertoirade, dans le sud de la France, est le repère de nouveaux Templiers qui, revêtus de robots comme les chevaliers l'étaient de cuirasse au temps jadis, combattent les infidèles et vont bombarder Istanbul. Quelques îlots raffinés de haute culture voisinent avec des kilomètres carrés de barbarie vengeuse. À la suite de l'affrontement des mondes musulmans et chrétiens, l'Europe est devenue le théâtre, en quelque sorte, d'un nouveau Moyen-Âge, pour reprendre la formule de Berdyaev. Il y a d'ailleurs également des allusions au Moyen-Âge dans le roman de Houellebecq. Un Moyen-Âge perçu comme un temps sombre, ténébreux, violent. Soumission du second au premier chez Houellebecq, confrontation violente entre les deux chez Sorokin, la différence, voire l'opposition, saute immédiatement aux yeux du lecteur. Mais c'est là le niveau de lecture le plus évident et le plus facile, ce qui d'ailleurs n'enlève rien à la réalité du problème. À un autre niveau, toutefois, on relève dans les deux romans une omniprésence des religions et du fait religieux. J'évoquais à l'instant l'orthodoxie et les Templiers pour Sorokin, mais les religions et philosophies orientales occupent également une place importante dans son roman. Quant à la République stalinienne que j'ai mentionnée, elle expose dans sa capitale, Stalingrad, des reliques de Staline, devenues une sorte de dieu qui attire en masse les pèlerins. Je cite Sorokin, une nouvelle religion avait été créée, dont s'occupaient des intellectuels et des théologiens
qui ne comptait certes pas parmi les plus insignifiants. Fin de citation. Michel Houellebecq, lui, consacre près de la moitié de son roman aux travaux de son héros sur Huysmans, et plus encore sur la conversion de Huysmans au catholicisme. Dans l'interview que j'ai citée tout à l'heure, Houellebecq a cette réflexion surprenante, me semble-t-il, par son côté karamazovien, dans l'esprit d'un Ivan Karamazov, bien qu'il l'exprime d'une autre façon et à une autre époque. Je cite, « Une société n'a pas de chance de survie sans religion. » Fin de citation. Bien plus, et c'est là que cela devient intéressant, réduisant à néant les accusations d'anti-islamisme portées contre soumission, Michel Houellebecq indique dans la même interview que son projet initial concernait non pas l'islam, mais le catholicisme, d'où les pages importantes consacrées à Huysmans. Cependant, ajoute-t-il, et je le cite, « Je n'ai pas réussi à faire ça. Ça ne marchait pas. » Et il explique pourquoi, en tout cas il donne son explication, mais qui mérite à mon avis qu'on s'y arrête. Je le cite, « Ça, c'est-à-dire le catholicisme, a déjà servi. Ça paraît appartenir au passé. Ça s'est défait. L'islam a une image à venir. » Fin de citation. Houellebecq élargit ensuite sa réflexion sur la base d'un autre exemple. Je cite, « Pourquoi la nation, ça ne marche pas? Parce qu'on en a trop abusé. » Et d'ajouter, et c'est peut-être sans doute ce qu'on lui pardonne le moins, je pense, en France, je cite, « Quant à la philosophie issue des Lumières, elle n'a plus de sens pour personne, ou simplement pour très peu de gens. » Fin de citation. Alors c'est brutal, c'est très difficile à avaler, cette dernière déclaration de Houellebecq, parce que des générations entières, et pas uniquement en France, ont été élevées dans la philosophie des Lumières, que cela fait partie de notre civilisation européenne. Mais à mon avis, ça fait également partie des fameuses questions qui font mal et qu'il conviendrait de se poser vraiment, plutôt que de jouer les autruches, sauf à risquer de grosses surprises et de gros désagréments dans notre évolution. Je ferai remarquer, entre parenthèses, que René Girard, que j'évoquais tout à l'heure, ne dit pas autre chose sur la philosophie des Lumières et le religieux, certes d'une façon un petit peu plus élaborée et argumentée que Houellebecq, mais le fond est le même. Les deux romans sur lesquels je me penche aujourd'hui se caractérisent par une énorme violence. Violence des actes, violence des mots, on en prend plein la figure. Soumission évoque le chaos qui règne dans la France de 2022 au moment de la campagne électorale. Manifestations violentes à Paris avant le premier tour de l'élection présidentielle, saccages, affrontements un petit peu partout dans le pays entre les deux tours, qui vont contraindre à repousser le second tour d'une semaine. Le héros, d'ailleurs, est le témoin involontaire de ces violences. Alors qu'il se rend en Dordogne en voiture, il risque la panne d'essence et il s'arrête à une station, je cite. « L'aire de parking était déserte et je me rendis tout de suite compte que quelque chose n'allait pas. Je ralentis au maximum avant de rouler très prudemment jusqu'à la station-service. La vitrine avait explosé, des myriades de bouts de verre recouvraient le bitume. Je sortis de ma voiture, m'approchai. À l'intérieur de la boutique, la vitrine contenant les boissons fraîches avait elle aussi été fracassée et les présentoirs des journaux étaient renversés. Je découvris la caissière gisante sur le sol dans une marque de sang, ses bras serrés sur sa poitrine dans un dérisoire geste de protection. Je me dirigeais vers les pompes à essence, mais leur fonctionnement était bloqué. Elles devaient pouvoir être remises en marche à partir des caisses. Je revins vers la boutique, enjambai le cadavre à contre-cœur, mais ne découvris aucun mécanisme paraissant commander la distribution de carburant. Après une brève hésitation, je pris dans les rayonnages un sandwich thon crudité, une bière sans alcool et le guide Michelin. Fin de citation. Toutefois, ce qui frappe le plus le héros quand il arrive enfin à destination et consulte les médias pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, il découvre, à sa stupéfaction, que journaux, radios et télévisions n'en soufflent pas mot, de même que personne ne parle officiellement des désordres qui ont lieu dans toute la France. Mohamed Ben Abbès, le nouveau président, va mettre fin à ce déchaînement de violence en recourant à une autre forme de violence,
plus insidieuse, dans le style main de fer dans un gant de velours. Une violence qui se traduit de la manière suivante pour le héros: ou tu te soumets au nouveau régime et te convertis à l'islam, ou tu disparais de l'université et tu perds tout. Il va de soi que la formulation de cette alternative est plus douce, mieux emballée dans le roman que la façon dont je l'exprime devant vous. Le héros finit par se soumettre, après malgré tout quelques hésitations, à la différence de certains de ses collègues. Les femmes sont clairement les plus grandes victimes de cette violence douce. On ne leur laisse pas le choix, elles disparaissent à peu près complètement de la vie publique. Chez Sarokin, la violence est multiforme, à l'image du continent ravagé. J'ai évoqué les guerres, les guérillas, mais il y a aussi la violence urbaine, dans des villes qui sont des champs de ruines, livrés à tous les maraudeurs possibles et imaginables. Plus encore que chez Houellebecq, il y a la violence exercée par les différentes autorités en place à l'encontre des populations et des individus. Le souverain orthodoxe et communiste qui règne sur la Moscovie est parvenu à asseoir son pouvoir par des méthodes rien moins qu'autoritaires. Au chapitre 30, un vieil homme, parti de Moscou avec ses parents au temps de la grande famine et réfugié dans la République démocratique de la mer Blanche, s'entretient avec un jeune habitant de la Moscovie qui, lui, n'a pas connu l'ancienne Moscou et apparaît comme un fervent soutien du souverain orthodoxe communiste. Je vous cite un extrait de leur dialogue. C'est le vieil homme qui parle d'abord. « Mes parents, curieusement, redoutaient Moscou, elle les effrayait. Il est vrai qu'il s'en était passé des choses. Des bruits couraient, des histoires de cannibalisme, comprenez-vous, tous avaient vu ces scènes atroces. Mais c'était terminé. Le souverain avait remis de l'ordre. On pendait cannibales et maraudeurs en place publique. Bien sûr, tout s'est calmé. Il n'empêche que mes parents n'ont pas voulu rentrer, voyez-vous, avec tout ce qu'on colportait sur les atrocités. Il y avait là-dedans plus d'inventions que de vraies. La Moscovie n'a pas connu d'atrocités particulières. Ces châtiments exemplaires, ces gens que l'on fouettait, c'était absolument nécessaire. Comment sans cela mettre de l'ordre? Le Français qui a fondé la Tellurie dans l'Altaï est un dictateur de la plus belle eau, dont la police politique liquide tous ceux qui se permettent d'émettre la moindre critique, fût-elle la plus innocente. À Riazan, où je l'ai dit, on a restauré le tsarisme, la lutte pour la pureté de la langue russe, souillée par les soviétismes et les influences étrangères, s'effectue sans ménagement. Au chapitre 7, un prince de Riazan évoque cette question avec un conte moscovite au terme d'une partie de chasse. Je cite, c'est le prince qui commence. Il aura fallu 30 ans pour épurer la langue et revenir aux sources. L'État, c'est la langue, tel ordre. Qui le premier a soulevé cette question? Nous autres de Riazan. Qui a effectué la première réforme de la langue? Qui a interdit le galimatia, les mots étrangers imbéciles, tous les rebranding, holding, marketing? Qui a donné l'exemple, y compris à votre Moscovie? Nous, toujours nous. Le conte. Mon défunt papa racontait qu'à l'école, on vous mettait au coin pour le mot Internet. Mais oui, on nous mettait au coin et on nous donnait le fouet. Seulement, vous avez vu le résultat? Du bon russe, vivant, on ne s'en lasse pas. L'ordre règne, chez nous en tout cas. Fin de citation. La violence, chez les deux auteurs, est aussi sexuelle. Pédophilie, esclaves sexuels, tourisme sexuel, et j'en passe. On trouve en outre, chez Sarokin, une forme de violence particulière. D'où la tellurie est fondée donc par le normand Jean-François Trocard, tire-t-elle son nom, du tellure, auquel le chapitre 27 est entièrement consacré, à la façon d'une notice de Wikipédia que je ne vais pas vous infliger tout entière, juste quelques extraits pour vous permettre de vous repérer dans le chaos ambiant. Je cite, tellure, tellurium, élément chimique du groupe 16, période 5, de numéro atomique 52. Métalloïde argenté, cassant, métal rare. On ne compte dans le monde que 4 gisements de tellure natifs. En 2022, marrant que ce soit la même date que dans Soumission, en 2022, aux environs de Tourochak, localité de l'Altaï, les archéologues chinois découvraient un antique temple zoroastrien
érigé au IVe siècle de notre ère sur un gisement de tellure natif. Il recelait 48 squelettes gisant dans la même position, mains jointes sur la poitrine. Les crânes en étaient tous transpercés au même endroit par de petites 42 mm pointes de tellure native. Par la suite, des chercheurs de l'Institut du cerveau de Pékin, en collaboration avec des collègues de l'université de Stanford, se livraient à une série d'expériences sur des volontaires obtenant des résultats stupéfiants. En 2026, l'utilisation expérimentale des pointes de tellure était interdite par une convention de l'ONU. Les pointes de tellure natives ont été ajoutées à la liste des drogues dures et leur diffusion tombe sous le coup de la loi. Fin de citation. Bien qu'interdit ou parce qu'interdit, le tellure est l'objet d'un énorme trafic et fait la richesse de la tellurie du Normand Jean-François Trocard. Utilisé sous la forme de clous enfoncés dans les crânes humains, le tellure est aux narcotiques ordinaires ce que la bombe atomique est aux armes à feu. Il plonge les cloutés dans un état d'euphorie enviable. Mieux, il a l'immense avantage de faire perdre la notion du temps. Le tellure est en fait l'élément qui relie entre eux les 50 chapitres du roman de Sorokin. Tous les personnages ont à voir avec le tellure, tantôt parce qu'ils sont cloutés ou veulent se faire clouter, tantôt parce qu'ils sont spécialistes du cloutage, un métier délicat. Même les charpentiers qui l'exercent ont parfois des ratés et leurs clients meurent, tantôt parce qu'ils en font le trafic. Il est notable que la seule constante du roman est précisément à voir indirectement avec le temps. Il ne s'agit pas toutefois d'une victoire collective sur le temps, comme dans l'utopie, mais d'une fuite individuelle par le biais d'un paradis artificiel, du rejet d'un présent insupportable, d'un avenir informe et inquiétant, d'un passé dont il ne reste que ruines et souvenirs confus. Il ne faut pas, dit un des personnages de Sorokin, se fier à la mémoire, surtout à notre époque. Fin de citation. Plus de mémoire donc, ou au minimum une mémoire brouillée. Plus de repères à aucun niveau, tout est mêlé, confus, embrouillé. La meilleure illustration en est sans doute le chapitre 3, entièrement constitué d'une prière qui est la quintessence de la confusion. Alors je ne vais pas vous la lire tout entière parce qu'elle fait 3 pages, sans une virgule, mais je vais vous en donner un extrait pour vous donner un petit peu une idée. Je vais donner un extrait du début et je vous donnerai la fin. Ad majorem PCUS gloriam, dans la communion des saints, au nom 3 fois sacré du bonheur du peuple, autant comme par la volonté de Dieu, autant comme par la chemiquette de l'impérialisme mondial, autant comme par la bobinette du satanisme éclairé, autant pour quart de la flamme éternelle du patriotisme orthodoxe, dans le consensus dur et la paix de l'âme cuirassée par l'expertise financière des principes capitalistes. Pour la... Vous n'aurez pas la fin. Pour la glorieuse histoire de l'État russien ayant pleine et entière jouissance du droit hautement technologique de détruire et de réunir, d'appeler et de convoquer, d'orienter et de faire l'unité de la communauté, autant comme de s'abattre les gueules dans les 5 lieux de l'universel holding de la conciliarité, etc., etc., etc. Il y en a pour 3 pages. Et ça se termine par « Au nom des idéaux prônés par l'humanisme, le néo-globalisme, le nationalisme, l'anti-américanisme, le cléricalisme, autant comme le volontarisme, aujourd'hui et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. » Fin de citation. Le chapitre 22, lui, met en scène 2 pèlerins, 2 voyageurs à tête de chien, qui tentent de gagner la tellurie. L'un est philosophe, l'autre poète. Ils sont à peu près les seuls, dans le roman, à conserver partiellement des principes moraux et à préserver des traditions culturelles remontant à l'Antiquité grecque. Ils sont également parmi les rares à parler un langage châtié, presque trop même, un langage léché, vaguement ridicule. Le russe, très châtié lui aussi du prince de Ryazan, que j'évoquais il y a quelques instants, est également un peu risible. Pour le reste, dans l'ensemble du roman, les langues se mélangent constamment, à l'instar des notions et des concepts. On trouve régulièrement au milieu d'une phrase des mots allemands, chinois, serbes, kazakhs, et j'en passe. La langue, ses avatars,
ces distorsions, ces évolutions, plus ou moins naturelles, plus ou moins imposées, ont toujours été au cœur des préoccupations de Vladimir Sorokin. Il n'en va pas différemment dans Telluri, son dernier roman. Il est clair que l'écrivain s'amuse à multiplier les tonalités, les intonations, les styles. Mais outre ce jeu auquel il excelle, il y a dans son dernier roman le constat d'une réalité. J'insiste ici sur le mot constat. Sorokin, comme Houellebecq d'ailleurs, ne s'insurge pas contre les changements qui, dans tous les domaines, se dessinent ou s'accomplissent d'ores et déjà sur le continent européen et dans le monde. Un constat peut-être un peu triste, mais le constat d'une réalité ou d'une bientôt réalité contre laquelle on ne peut pas grand-chose et qui a peut-être ses côtés positifs. Il n'y a donc pas rejet ou dénonciation radicale de la part des deux écrivains, à la différence de ce qui se passe dans les œuvres contre-utopiques. Dans Soumission, Mohamed Benabès ne prend pas le pouvoir par simple goût du pouvoir. Il a un grand projet que l'auteur ne perçoit pas forcément comme un cataclysme, ainsi qu'il le déclare dans l'interview que j'ai mentionnée déjà à plusieurs reprises. Je cite Houellebecq. « Je trouve que le projet de reconstitution de l'Empire romain n'est pas con. » Je cite Houellebecq, je suis désolé. « Recentrer l'Europe du Sud, ça peut donner un sens à ce truc c'est l'Europe, qui n'en a pas à l'heure actuelle. Politiquement, on peut parler de forte acceptation, ce n'est pas une catastrophe, en fait. » Fin de citation. Michel Houellebecq voit donc dans le projet de son héros, la reconstitution de l'Empire romain, une issue pas si négative à la crise dont il effectue une observation précise. On ne peut pas dire que ce soit le grand enthousiasme, le projet n'est pas con, c'est tout ce qu'il en dit, mais c'est mieux que rien, c'est un pis-aller au fond respectable, auquel, faute de mieux, il est plus ou moins possible d'adhérer. La démarche de Vladimir Sorokin est autre, mais le constat est le même, et l'éclatement, le morcellement du monde sont présentés comme partiellement salutaires. Après l'effondrement de toutes les utopies, idéologiques, géopolitiques, technologiques, et le retour à un Moyen-Âge béni, le monde, dans le roman de Sorokin, a repris taille humaine. Les nations sont revenues à la vie. L'homme, dit Sorokin, a cessé d'être une somme de technologies. Quant à l'ensauvagement de l'Europe, inutile pour Sorokin d'en chercher les coupables. La faute en revient pour lui à la nature humaine, qui porte en elle, en quelque sorte, la tentation du Moyen-Âge. Dostoïevski, là encore, n'est pas très loin, mais il s'agit cette fois du Dostoïevski du sous-sol, plus que les Karamazov. Sorokin, au demeurant, remonte bien avant le Moyen-Âge. Le chapitre 50, le dernier de Telluri, est entièrement consacré au récit et réflexion d'un homme dont le nom est donné, Gavril Romanich. En fait, ce personnage apparaît déjà au chapitre 17, dans lequel il est au service d'une princesse de Moscovie. L'auteur n'indique alors que son prénom, Gavrila. À la fin du roman, Gavrila, voyageant dans un véhicule, se retrouve en pleine forêt, au milieu de nulle part, en panne de pommes de terre, donc de carburant. Et il décide de rester là. Il décrète même qu'il a été conduit en ce lieu, doté qui plus est d'une source d'eau pure, par Yarila, auquel il s'empresse de rendre grâce. Yarila est dans le paganisme slave le dieu du soleil. Dès lors, Gavrila redevient Gavrila Romanich, c'est-à-dire fils de Roman. Dès lors, lui revient tout l'art, toute la maîtrise de son premier métier, celui de charpentier. Dès lors, il comprend qu'au service de la princesse qui le nourrissait et le traitait bien d'ailleurs, ses mains avaient perdu l'habitude du travail bien fait, et en avait la nostalgie. Gavrila Romanich se construit donc une isba, munie de son poêle traditionnel, et s'installe seul au milieu de la forêt. Je cite. « Je vivrai de cette façon le temps qu'il me reste à vivre. J'ai une maison, le toit ne fuit pas, j'ai de quoi bouffer. Personne ne m'oblige à aller au travail. L'ouvrage que je réaliserai ne sera que pour moi. Je dormirai quand je voudrais, n'adorerai que le soleil, ne parlerai qu'aux oiseaux de la forêt. Que faut-il de plus à l'homme ?» Fin de citation. Ainsi s'achève le roman de Vladimir Sorokin. Est-ce à dire que l'écrivain est brusquement contaminé par l'utopie? Une utopie non pas progressive comme chez Tchernychevski, mais régressive,
comme dans le rêve de l'âge d'or, inspiré au héros de l'adolescent de Dostoïevski, encore Dostoïevski, il est décidément omniprésent, par le tableau de Claude Lorrain, Assis et Galatée, ou comme dans le rêve d'Ablomov chez Goncharov, rêve d'un retour à l'âge d'or de l'enfance. Je ne le pense pas, il peut y avoir une nostalgie de l'utopie chez Salokin, mais quand même ça ne lui ressemble pas beaucoup. Chez lui, la distance ironique et le jeu avec les clichés et les mythes l'emportent toujours. Il reste que dans ce Nisba au cœur de la forêt, Gavril Aramanitch retrouve une identité, acquiert une sérénité et n'éprouve pas le besoin de s'illusionner au tellure. Alors, empire romain à la Houellebecq, aux multitudes d'états, et mieux encore solitude volontaire et plus qu'écologique à la Salokin, je serais tenté de dire peu importe. Je ne suis d'ailleurs pas persuadé que ces pseudo-solutions littéraires présentent un réel intérêt. L'essentiel à mes yeux, deux auteurs, chacun de son côté et à sa manière, abordent de front des questions fondamentales que ni les politiques, ni les médias, ni même les philosophes ne soulèvent généralement. Les politiques et les médias, parce qu'ils ont le nez collé au tableau, et parce qu'ils sont prisonniers d'un présent sursaturé d'informations, qui les empêche d'avoir une vision plus large et à plus long terme. Les philosophes, parce que de plus en plus ils se médiatisent, qu'ils sont confinés dans l'actualité et qu'ils n'ont pas ou ne prennent pas le temps de penser vraiment, de laisser se décanter leurs réflexions et les événements sur lesquels ils pensent. Un René Girard demeure aujourd'hui une exception. La littérature, elle, à tout le moins les deux écrivains dont je vous parle brièvement ici, par l'hypertrophie, le grotesque, entre autres procédés, offre une vision. La littérature prend à bras le corps le présent et le projette dans un futur pas si éloigné, sans commentaire ni jugement particulier. Houellebecq et Salokin nous disent simplement « voilà où on en est et voilà ce que ça peut donner en projection ». Dans un article intitulé « L'automne du postmodernisme », le critique moscovite Nikolai Alexandrov écrit, je le cite, « Vladimir Salokin est le grand philosophe de la contemporanéité, et que Telluria, j'ajouterai comme soumission, soit un roman, n'y change rien, au contraire. Le problème, je cite toujours Alexandrov, est que les méthodes de description de la réalité contemporaine mises en œuvre par les philosophes, les essayistes, les politiques, apportent chaque jour la preuve de leur impuissance. Le vieil appareil analytique est hors d'usage, les catégories éthiques traditionnelles ne fonctionnent plus. » Fin de citation. Le roman de Polem Samsal, 2084, dont je vous ai parlé au début de cette intervention, porte en sous-titre « La fin du monde ». Outre le côté racoleur un peu facile de ce sous-titre, il me paraît en plus erroné. Une contre-utopie ne raconte pas la fin du monde. Elle met en garde contre une menace pour un type de culture, de civilisation. Michel Houellebecq et Vladimir Salokin ne disent pas non plus la fin du monde. Ils avertissent, pas forcément d'un danger d'ailleurs, mais de la fin vraisemblablement prochaine de notre civilisation. Ils nous obligent à ouvrir les yeux. Notre civilisation touche à sa fin, mais il y aura autre chose. D'aucuns verront dans ces avertissements un pessimisme noir, d'autres se diront que de toute façon il faut que quelque chose change, d'autres encore n'accorderont aucun crédit aux propos de ces deux écrivains. À chacun de se déterminer, mais le montage présenté dans les deux romans, au minimum, fait réfléchir. De la même façon que Soumission et Tellurie annoncent autre chose, il me semble qu'ils n'entrent dans aucune des catégories littéraires habituelles. Il existe dans la littérature russe une tradition, une ligne remontant à Nikolai Gogol, et qui s'est poursuivie au XXe siècle, notamment avec l'œuvre de Mikhail Bulgakov, le réalisme fantastique. Elle consiste, comme son nom l'indique, à recourir au fantastique pour mieux appréhender le réel, comme dans Le Maître et Marguerite ou Cœur de chien de Bulgakov. Soumission et Tellurie ne ressortissent pas à proprement parler au fantastique. Ils relèvent en revanche d'une forme de réalisme. Cette forme de réalisme, je propose, pour l'instant, on trouvera sans doute d'autres que moi des formules plus appropriées, de la qualifier de réalisme prospectif,
de réalisme projectif, ou parce que c'est plus joli, de réalisme visionnaire. Et je vous remercie pour votre longue attention. Ne pourriez-vous pas dire quelques mots sur les pièces de Sorokin, Les Enfants de Rosenthal, sur ce sujet qui était mis en scène au Bolchoï, l'opéra, et provoqué grand scandale? Je ne peux pas vous dire grand-chose parce que tout simplement je n'ai pas vu la mise en scène, parce que je n'étais pas à Moscou, et que les pièces de Sorokin, je les connais moins bien que ses romans. Mais que ça ait fait scandale, de toute façon, tout ce qu'a écrit Sorokin fait scandale. Donc c'est pas... Il n'y a rien d'étonnant. Si ça ne faisait pas scandale, ce serait étonnant. Mais ça voudrait dire que soit Sorokin a un problème, soit que les choses ont changé. Mais je pense qu'il y a chez lui ce côté provocateur, mais un petit peu comme dans l'interview de Houellebecq que je citais tout à l'heure, quand Houellebecq dit je ne dis pas des choses qui choquent pour le plaisir de choquer, pour faire de la provocation, et je ne dis rien auquel je ne crois pas. Et je crois que chez Sorokin, on a absolument la même chose, et c'est très frappant que deux auteurs aussi différents, au fond, aient la même démarche et les mêmes principes, presque éthiques, en littérature. Bonjour, vous avez beaucoup parlé des convergences entre Houellebecq et Sorokin. La situation politique en France et la situation politique en Russie sont différentes. Est-ce qu'on peut aussi peut-être parler des divergences qui sont par ailleurs inspirées par ces différentes situations politiques? Le problème, c'est que je ne peux pas tellement en parler dans la mesure où Houellebecq ne parle pas de la situation politique en Russie. Et Sorokin, c'est différent, il parle de la situation sur tout le continent. Donc il en parle forcément, et il parle forcément de la France, il parle de l'Allemagne, il parle de l'Italie, il parle de la Suisse, il parle absolument de tout. Mais Houellebecq ne parle pas de la Russie. Donc c'est un petit peu difficile. Le seul moment où il parle de la Russie, c'est plutôt... ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que c'est pas du tout une critique de la Russie. Le seul moment où il parle de la Russie, il dit, c'est quand justement il n'y a aucune information sur les désordres qu'il y a en France, parce qu'il y a une censure, et il dit, j'ai bien essayé de regarder sur Internet russe, parce que c'est là en général qu'on trouve le plus d'informations, mais même là il n'y avait rien, ce qui en dit long. Voilà, c'est le seul moment où il parle de la Russie. Cela étant, entre nous, je dis, c'est vrai que sur Internet russe, on trouve souvent des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein, parce que ça, d'expérience, j'ai fait l'expérience, et c'est le seul moment. Donc je peux difficilement répondre à votre question. Je suis désolé, c'est pas une mauvaise volonté de ma part, c'est que j'ai pas la matière. Moi je commence mal parce que je connais mal Houellebecq et pas du tout Sorokin, pour être franc. Mais vous dites que Houellebecq parle de Huysmans. Oui. Et donc justement, Huysmans, dans ses livres, d'abord fait un constat tellement terrible de son époque, Oui. que lui, soit il a le choix entre mourir, soit se convertir au catholicisme, Oui. et donc il allait tellement au bout de ce combat-là qu'il est obligé de passer à autre chose après. Est-ce que Houellebecq et Sorokin vous dites qu'ils font juste un constat réaliste, qui critiquent sans vraiment dire que c'est terrible? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi caractéristiques de notre époque où personne, ni les intellectuels, ni les écrivains, vont aller suffisamment loin dans ce constat pour soit démarrer un combat, soit vraiment faire le constat de la fin de notre époque? Je crois que, si, bien évidemment, qu'ils sont complètement dans notre époque, l'un et l'autre, c'est certain. Je pense que démarrer un combat, ils ne voient pas tellement par quel bout le prendre, le combat. Parce qu'il faut dire d'ailleurs qu'on a du mal à le voir. Hein, même les militants ou les responsables de partis ou les gens qui ont envie d'agir, enfin, ici, c'est pas brillant, mais en France non plus. Hein, et en Europe en général, on est quand même assez perdu. Quant à cette espèce de désespoir de Huysmans, justement que Houellebecq montre bien, en plus que c'était, vous avez raison, c'est le choix entre ou la mort ou la conversion, mais une conversion qui est volontariste, je dirais, pas du tout forcée, mais volontariste. Il y a ça chez le personnage de Houellebecq, dans
dans son personnage. Et justement, quand il va en Dordogne et tout ça, en fait, il suit le parcours, il refait le parcours de Huysmans, et pour essayer de... Et ça marche pas non plus. C'est-à-dire que c'est encore plus peut-être désespérant, il y a encore moins peut-être de choix, en tout cas pour son personnage, et sans doute en partie pour Houellebecq, que pour Huysmans. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Maintenant, je dirais que à la fois j'ai l'impression d'un grand désespoir chez les deux écrivains. En même temps, j'ai l'impression d'une espèce de, pas de détachement, ils sont tout à fait partie prenante, mais d'une espèce de sagesse que j'ai essayé d'exprimer par le fait qu'ils font des constats, des observations extrêmement précises, méticuleuses, et ils disent, bon, nous on ne peut pas grand-chose, on aimerait bien faire quelque chose, mais on ne peut pas grand-chose, mais simplement on tire la sonnette d'alarme. Et voilà. Je crois que, bon, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? C'est pas évident, hein. Ça a toujours été un peu comme ça, Dostoïevski ne pouvait peut-être pas faire grand-chose contre les terrorismes, mais en écrivant les démons, eh ben, il tirait la sonnette d'alarme. Ça n'a pas servi à grand-chose, vous me direz, mais on fait ce qu'on peut, hein. Donc je sais que Anne traduit toujours des livres très difficiles. Pour Tellurian de Sorokin, qu'est-ce qu'il y avait du plus difficile? Quel était le moment où tu as éprouvé le plus de difficultés? Est-ce que c'était la ponctuation, des syntaxes ou je ne sais pas, un lexème, un mot, tournure? Donc qu'est-ce qui t'a fait le plus souffrir? Bah, c'est pas encore terminé, je souffre encore parce que j'ai pas encore tout à fait terminé. Mais ce qui m'a fait le plus souffrir, ce qui fait le plus souffrir, c'est le changement, parce que ça change de style, mais complètement, de chapitre en chapitre, d'un chapitre à l'autre. Et alors bon, quand on entre dans la traduction d'un livre, au début on peut patauger, on peut avoir du mal à démarrer, puis à un moment, ça y est, on trouve le ton, enfin, on peut espérer, et là ça va. Mais là, on est obligé à chaque chapitre, c'est peut-être de trouver un ton, de trouver un style particulier. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est absolument épuisant. Mais des choses, en revanche, il y a des choses relativement faciles à traduire, parce qu'on a une grande liberté, comme l'auteur prend une grande liberté lui-même, on a une grande liberté. La prière là, que je vous ai lue, enfin je vous ai lu un petit extrait, je me suis amusé comme une folle à la traduire, parce que là on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et là on s'amuse beaucoup. Ça a l'air très impressionnant comme ça à traduire quand on commence, on dit oh là là, je vais jamais m'en sortir. Pas du tout. On s'en sort parce qu'on a une immense liberté que l'auteur se donne. Alors je ne sais pas pourquoi le traducteur se la donnerait pas. Oui, alors bien sûr, merci pour le travail que vous avez fait, qui est très intéressant. Je voudrais juste revenir sur un petit détail. Vous venez de dire « ça va pas bien en France, ça va pas bien en Russie », comme si c'était, je dirais, quelque chose qui va de soi. Alors moi, j'aimerais, si c'est possible, que vous m'expliquiez ce qui va si mal en Russie. D'abord, c'est pas moi. Je dis ça va mal en général. Il y a quand même des tas de problèmes un peu partout. Il faut quand même le reconnaître. Je suis pas sûr. Bon, il y a aussi des clichés, on est tout à fait d'accord, qui consistent notamment dans les médias en France et chez les politiques, à dire quand même globalement, en Russie ça va très mal. Bon. À tort, très souvent. Il y a une espèce de focalisation sur la Russie, contre la Russie, qui est parfois assez désagréable. Et en tant qu'enseignante de littérature russe, je peux vous dire que quelquefois c'est un peu pénible. Mais je pense que les deux écrivains, là que j'ai mentionnés, justement ce qui est intéressant dans leur vision, c'est qu'ils ils ne prennent pas, si vous voulez, la Russie au quotidien actuel. Houellebecq prend la France, mais on sent bien que c'est une vision beaucoup plus large dans les deux cas.
C'est-à-dire, il y a un problème de civilisation, il y a un problème de changement de monde, il y a un problème de changement de civilisation et qui touche tous les pays. Alors les deux s'intéressent à la partie à l'Europe, parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Sorokin, en tant que Russe, voit plus large, parce que les Russes voient toujours plus large que les Français, c'est des questions de dimension de territoire. Mais en fait, c'est une mise en garde, une sonnette d'alarme par rapport au changement qui s'effectue en ce moment et qu'on prend peut-être pas toujours le temps et la patience d'examiner, de voir, mais qui sont en cours. Et il y a effectivement des risques, on le voit très bien. Moi, j'attends maintenant un Sorokin ou un Houellebecq qui parlerait avec la même, c'est-à-dire avec cette distance que permet la littérature, qui parlerait de la question des migrants. Parce que c'est le nouveau problème qui se pose. Et ça va changer aussi des choses. Et j'attends, moi, l'écrivain qui prendra ça à bras le corps, vraiment sérieusement, parce que ça me permettra peut-être de comprendre quelque chose à ce qui se passe actuellement, et qui n'est pas clair, et surtout à la réaction des pays de la communauté européenne, aux différentes réactions. Je vous parlais tout à l'heure, les murs sont tombés, mais ils vont se reconstruire. Effectivement, là, il y a, à la limite, Tellurie et Soumission, ils sont encore d'actualité, mais d'ici quelque temps, ça va vite. Les changements vont très très vite. Et ils sont intéressants comme littérature d'avertissement, et je pense qu'il y aura d'autres choses à faire. Donc c'est plus général, si vous voulez. C'est plus... c'est pas seulement est-ce qu'il y a tel ou tel problème en Russie qu'il n'y a pas en France, ou inversement. Je suis d'accord avec vous, à la représentation qui est donnée de la Russie par les médias en France, pour la France par la Russie, par les médias russes, je ne sais pas, parce que j'ai pas eu le temps de voir, là, je suis arrivé que dimanche et j'ai pas vraiment pu. Je pense que c'est... Je pense que ce qui est intéressant chez ces deux écrivains, c'est qu'il y a plus de hauteur et ça permet de mieux appréhender les choses, de mieux comprendre. Disons, peut-être pour confirmer ce que je voulais dire, c'est, je trouve adorable l'histoire de Mistral, qu'on ne vend pas à Poutine, mais qu'on vend à Sissi, qui est un démocrate qui fusille par 50 tous les jours ses opposants. Mais là, lui, il est bien parce qu'il est du bon côté. Non, mais ça, on trouve. C'est un peu le reproche que je fais. Bon, actuellement, je vais être gentil avec vous, je vais me dire, actuellement, les Russes, disons, se gargarisent justement de l'envahissement de l'Europe par des barbares, etc. Mais oui, mais attendez, on s'est tellement aussi gargarisé par rapport à eux d'un certain nombre de problèmes, c'est la réponse du berger à la bergère. Bon, mais ça n'enlève rien à la réalité des problèmes. Je ne la trouve pas plus simple que l'autre. Voilà, mais ça n'enlève rien à la réalité des problèmes, et c'est des problèmes qui vont très vite et qu'il va falloir résoudre et qu'on ne sait pas résoudre. Alors, vous me direz, c'est pas forcément les solutions données par Houellebecq et Sorokin qui vont les résoudre, mais au moins, ça a le mérite de poser les questions et avec une vision qui permet de réfléchir, de faire travailler un petit peu ces ménages. Non, on est dans le constat et dans la dénonciation d'un certain nombre de choses. Mais pas de problèmes de politique politicienne, contrairement aux autres. Croire. Oui, alors, encore une fois, donc, merci pour cette conférence. Donc j'aurais voulu vous poser une question sur la fin du roman Houellebecq, parce que vous avez évoqué donc, la fin du roman de Sorokin. Le dernier chapitre de Houellebecq, et il me semble un petit peu différent du reste du roman. D'abord, je crois que tout est conjugué au futur. Et il y a justement sur la temporalité, elle est totalement différente du reste du roman. Il y a presque un arrêt du temps, on pourrait dire, ou une fuite en avant très, très rapide. Donc pourriez-vous revenir un petit peu, s'il vous plaît, là-dessus? Vous avez tout à fait raison. Il s'est donné un avenir. Le héros, je veux dire, le héros se donne un avenir en choisissant la soumission. C'est-à-dire qu'à un moment, le nouveau président de l'université, qui s'est
converti à l'islam, qui était un type, un universitaire brillant, mais qui estimait qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Là, s'est converti à l'islam et maintenant est le président de l'université. C'est une bonne université, donc je suis un peu sensible. Ce personnage-là hésite beaucoup, le héros hésite beaucoup, et finalement, à la fin, il a choisi la fin que vous mentionnez, le choix est fait. Alors, il y a effectivement une espèce de fuite en avant, parce qu'on sent bien qu'il n'est pas très à l'aise dans ce choix, et que c'est un choix qui n'a pas été forcé, finalement, mais en même temps, quand même, si. Hein. Et puis, et d'autre part, en même temps, il s'est donné un avenir, il n'avait plus d'avenir. Hein, et ça avait été très clair, c'était ou ça, ou alors dehors. Dehors, et ça veut dire plus de travail, plus d'université, tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand ce personnage revient de province, alors il y a eu l'élection, ça y est, Ben Abbès est au pouvoir, et il se retrouve donc à Paris, le héros, dans son 13e arrondissement, il habite dans le quartier chinois, à Paris, et il se dit, bon, tout a dû changer déjà, ça y est, on va être islamisé. Bon, et puis il arrive, il se dit, mais finalement non, les Chinois sont toujours là. Les Chinois font toujours du commerce, il y a toujours les restos chinois. Bon, finalement, il n'y a rien de si extraordinaire. Et puis il va un petit peu plus loin vers la place d'Italie. Et il se dit, mais il y a quelque chose qui a changé, il y a quand même quelque chose qui a changé, mais quoi? Et il s'aperçoit qu'on ne voit plus les jambes des filles, parce qu'elles ont toutes des pantalons et des espèces de grands manteaux. Et il se dit, alors ça c'est pas bon, ça c'est mauvais signe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci bien pour la conférence. Ma question n'a peut-être rien à faire avec le sujet abordé, mais je voudrais m'accrocher à quelques mots et vous poser une question un peu plus générale. Donc, vous avez mentionné être politiquement correct. On a parlé... Ne pas l'être. J'ai dit ne pas l'être. Oui, mais en général, le fait d'être ou de ne pas être politiquement correct, on a parlé de la fin des civilisations. Donc, ma question est à quel point ces deux phénomènes se relient, la corrélation entre être politiquement correct et la fin des civilisations. Merci. Je crois qu'à partir du moment où on ne peut plus, c'est pas la question de dire toi n'importe quoi pour faire de la provocation. Là, je rejoins encore ce que disait Houellebecq dans son interview. Et à partir du moment où il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ou en tout cas des questions qu'on ne peut pas poser, des mots qu'on ne peut pas prononcer, parce que immédiatement on saute à la figure, où on vous fait un procès, où je trouve que d'une part c'est extrêmement malsain, et qu'on en arrive, et que c'est pas normal, et qu'on en arrive à une forme, non pas de censure, mais d'autocensure, et qui vient très très vite, et qu'on sent, en France, en tout cas, on la sent très très bien en ce moment. On la sent chez les journalistes, on la sent chez les politiques, et on la sent chez les universitaires aussi. Si vous voulez, quand j'ai lu le livre de Houellebecq, j'ai pas pu m'empêcher, alors heureusement le début, ça, c'est pas dans mon université, mais après la fin c'est dans mon université, et c'est le pire. Mais je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a des choses qui sont tout à fait justes. Et il y a des tas de choses, ça dépend là encore des universités, ça dépend des relations qu'on a avec les étudiants. C'est même pas la question des relations, parce que moi j'ai la chance d'avoir parmi mes étudiants des gens qui viennent de Russie, qui viennent de France, qui viennent d'autres pays. Mais beaucoup, j'ai 50-50 des étudiants russophones et des étudiants francophones. Et je trouve que ça évite beaucoup de désagréments, dans le sens où on ne peut pas utiliser le politiquement correct, ou l'universitairement correct. Parce que l'universitairement ou le politiquement correct, qui
conviendrait à des étudiants francophones, c'est pas le même qui va convenir à des étudiants russophones. Donc à un moment, vous n'avez pas d'autre solution que de parler franco. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important. Mais je pense que ça peut s'arrêter, ça aussi, et pas forcément parce qu'il y aura un Mohamed Ben Abbès qui aura pris le pouvoir en France. Je pense que justement dans ces deux romans, ce qui est bien, c'est que ils vont pas forcément, ils sont pas forcément prophétiques vraiment à chaque pas. Je veux dire, chaque page n'est pas forcément prophétique, mais ils tirent vraiment des signaux d'alarme. Et je trouve qu'en ce moment, il faut vraiment les tirer parce que ça va plus du tout. Parce que ça va plus du tout, dans le sens où je trouve qu'on a même du mal maintenant. On va bientôt avoir. Enfin, moi, je suis en retraite, donc ça va très bien, mais pour les jeunes profs, j'en connais ici, j'en vois ici qui sont des jeunes profs qui vont prendre la suite. Je me dis, c'est pas drôle l'université qu'on va leur laisser parce qu'ils n'auront pas forcément la possibilité de faire ce qu'on faisait, ce que je fais encore, je ne suis pas la seule, heureusement. C'est-à-dire d'envisager, on a affaire à des étudiants qui sont des adultes, qui sont en général pas trop crétins. C'est-à-dire que bon, s'ils sont à la fac, en master, c'est parce qu'ils ont quand même un minimum de QI et d'intelligence. Donc, on peut discuter avec eux, on peut vraiment envisager des problèmes difficiles, sérieux. Moi, j'ai eu en pleine période des problèmes en Ukraine, du conflit en Ukraine, j'avais la moitié de mes étudiants, décidément, russophones, qui étaient ukrainiens, et l'autre moitié qui était russe. Donc ça aurait pu dégénérer en un pugilat absolument terrible, mais ça n'a pas dégénéré. Et pourtant, les problèmes n'ont pas été évacués. Simplement, on les a pris à travers la littérature. Hein? Ah ben oui, en montrant que ces problèmes-là, les problèmes actuels, ne datent pas d'hier matin, et que c'est la résultante de toute une histoire, d'un tas de conflits, et qu'on voit très très bien dans la littérature. Et ça change des choses, et on a pu parler, si on s'était mis à parler des problèmes, d'abord je ne sais pas pourquoi un cours de littérature on aurait parlé de Palachenko et de Poutine, ça aurait été complètement ridicule, mais par le biais de la littérature, on arrivait à poser des problèmes vraiment très très sérieusement, et à éclaircir un certain nombre de choses. Et en gros, on a trouvé une sorte d'armistice, en tout cas au niveau du cours et du séminaire. Ailleurs, je ne sais pas. Vous devriez enseigner cette leçon à Poroshenko. Oh non, là, j'en voudrais pas comme étudiant. Ou alors, il faudrait qu'il s'intéresse à la littérature, et je ne suis pas sûr. Sorokin et Houellebecq sont considérés par les critiques comme des écrivains postmodernistes. Et alors, mais en même temps, de plus en plus souvent, on entend des opinions qui disent que c'est la fin de l'époque postmoderniste, que déjà c'est l'époque de postmoderniste ou postmodernisme. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, quel mouvement va remplacer le postmodernisme? Merci beaucoup. Alors là, vous savez, j'ai quand même pas une boule de cristal. Je ne sais pas. On est clairement dans la fin du postmodernisme. Parce que je crois qu'on a fait le tour. Ça a apporté beaucoup de choses. À un moment, et un peu partout d'ailleurs, en France, en Russie, un peu partout. Mais on est à la fin, là, parce que je crois qu'on a fait le tour, c'est plus productif. D'ailleurs, chez Sorokin, lui, il ne parle pas de postmodernisme dans son roman, mais on en est à l'ère post-soviétique. Hein, il y a eu post-soviétisme, mais maintenant c'est post-post. Bon, là, je crois qu'effectivement, on en est peut-être au post-post-post, que pour le moment, il n'y a pas un mouvement qui se dessine vraiment, et je trouve que quelque part, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce qu'un mouvement, ça fige les choses. Et un mouvement, je trouve que c'est intéressant quand on l'étudie dans un après-coup. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait très souvent dans la littérature, dans les histoires de littérature. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a eu tel mouvement? Quand il n'existe plus. Et que le temps a passé, et qu'on arrive justement à voir
que c'était finalement un ensemble, un mouvement, une école, mais qui est un mouvement qui maintenant... c'est-à-dire que si ça risque de figer les choses, et pour Géopassie, que ce soit un mouvement international, parce que alors là c'est la fin de tout. Non, mais un mouvement littéraire international ou artistique, alors là ça voudrait dire plus de politiquement correct, plus, ça voudrait dire qu'il n'y aura vraiment plus rien d'intéressant. Et ça, pour moi, ce serait terrible. Voilà. J'ai lu seulement le Houellebecq, mais dans le Houellebecq, il y a la question de la place des Juifs. En France, du coup, qui est évacuée assez vite au sens propre, où les Juifs fuient la France et vont en Israël. J'aurais aimé savoir si la question est abordée chez Sorokin. Non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là? Non, pas dans celui-là. Est-ce qu'il y a une pensée large ou générale? Dans celui-là, non. C'est-à-dire, là encore, là, pour le coup, on ne peut pas comparer les deux, parce que Sorokin n'en parle pas. Attendez, je vous dis peut-être des bêtises. Si, il en parle, mais indirectement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage de juif qui va en Israël, comme dans le roman de Houellebecq. Il y a sa petite amie, la petite amie du héros, qui part avec sa famille en Israël, parce que justement, elle a peur. Ce qui correspond, là encore, à une réalité actuelle. On sait très bien, les chiffres montrent qu'il y a de plus en plus de juifs qui quittent la France pour partir en Israël. On le sait très bien, donc c'est pas... là, Houellebecq n'invente rien. Je pense que si Houellebecq, vous dites la question est évacuée, oui et non. C'est-à-dire que Houellebecq l'évacue. Pourquoi? Parce qu'il laisse entendre que, au bout du compte, peut-être que les Juifs ont une porte de sortie, que les autres n'ont pas. C'est-à-dire il y a Israël. Et effectivement, quand il est en contact avec elle, par mail, quand elle arrive en Israël, petit à petit, il comprend que c'est fini entre eux. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé en Israël finalement un pays qui lui convient, où ça se passe bien. Je veux dire, c'est plutôt optimiste par rapport à Israël, déjà. Chez Sorokin, si, il en est question quand les différents princes comtes de Riazan, de Moscovie et tout ça, il y a toujours l'antisémitisme grand russien qui affleure quelque part dans le discours. C'est la cause. Et à un moment, le prince et le comte de Riazan, à la chasse, discutent de justement qu'est-ce qui a causé l'effondrement de la Russie en 1917. C'est les Juifs. Hein. En fait, là on est dans le cliché que dénonce évidemment Sorokin, c'est extrêmement satirique, mais c'est toujours, oui je vous disais, il n'y a pas de personnage si vous voulez, comme chez Houellebecq, mais si, il aborde la question par le biais de ces personnages.